OK, salut, on est rendu au chapitre 13. Avant de le débuter, je tiens à dire que tout le long, je pense que vous avez constaté aussi, que souvent je changeais des points. Bien évidemment, il est bâti pour les couples mariés et heu, toutefois, on peut l'appliquer quand même dans différentes relations et c'est là-dessus que je veux insister. Parce que monsieur Chapman a écrit notamment aussi des livres concernant, heu, tout tout autre type de relation, dans le même principe des 5 langages d'amour, mais avec des contextes plus, que ce soit amical, que ce soit le familial et il en a écrit aussi pour les adolescents et pour les enfants. Et le chapitre 13 concerne grosso modo, comme un peu un extrait du livre qu'il a écrit pour les parents, pour aider à discerner le langage d'amour de leurs enfants afin de les aimer comme eux se sentent vraiment aimés. Un petit bijou, vraiment, je vous encourage, si vous êtes vraiment intéressé par la plume de Monsieur Chapman, ben, bien, je vous encourage vraiment à rechercher des bons outils qu'il a écrits. Alors, voilà. Fait que je commence le chapitre 13 sans plus tarder, qui s'intitule Les enfants et les langages d'amour. Le concept des langages de l'amour s'applique-t-il aux enfants? C'est une question qui m'est souvent posée dans mes séminaires. Je réponds oui, sans hésiter. Vous ne pouvez pas savoir à quel langage d'amour l'enfant est sensible quand il est encore petit. Exprimez votre amour dans chacun des 5 langages et vous serez sûr de faire mouche. Mais si vous observez le comportement de votre enfant, vous découvrirez très tôt quel est le langage d'amour qu'il comprend le mieux. Allons-y avec des exemples. Michael a 6 ans. Plutôt Michael, excuse-moi, à 6 ans. Quand son père rentre du travail, il saute sur ses genoux, se redresse et passe sa main dans ses cheveux et pour le décoiffer. Il le décoiffe plutôt. Que dit implicitement Michael à son père? J'aimerais que tu me touches. Il établit un contact physique avec son père pour être touché à son tour. La première langue dans laquelle Michael ressent l'amour est celle du toucher. Jérémy vit dans l'appartement voisin. Il a 5 ans et demi et joue souvent avec Michael. Mais quand son père revient de la maison le soir, celui-ci se trouve devant un autre scénario. Viens vite, papa, je veux te montrer quelque chose, viens. Une minute, Jérémy. Je jette d'abord un coup d'œil sur le journal. Jérémy s'en va, mais revient 15 secondes plus tard. Papa, viens vite, viens dans ma chambre, c'est une surprise. Allez, viens. Une minute, fiston, laisse-moi finir cet article. La mère appelle l'enfant qui sort à contre-cœur du salon. Elle lui explique que son père est fatigué et lui demande de le laisser tranquillement lire son journal quelques instants. Mais maman, rétorqua Jérémie, je voudrais te montrer à papa ce que j'ai fait. Je sais, mais laisse papa tranquille 5 minutes. 6 secondes plus tard, Jérémie est de retour auprès de son père, mais au lieu de réitérer sa demande, il arrache le journal des mains en riant. Que fais-tu, Jérémie? Je veux que tu viennes dans ma chambre voir ce que j'ai fait pour toi. En somme, que réclame Jérémie? Un moment de qualité de la part de son père. Il veut son attention sans partage et ne cessera pas de l'importuner tant qu'il n'aura pas gain de cause, même s'il doit faire une scène pour cela. Si votre enfant prépare souvent des petits cadeaux qu'il a enveloppés avec amour et vous les offre avec des yeux brillants de joie, il est sans doute très sensible lui-même au langage des cadeaux. Il donne dans l'espoir de recevoir en retour. Si vous constatez que votre fils ou votre fille aide son petit frère ou sa petite sœur, vous pouvez sans risque de vous tromper en déduire qu'il ou elle est porté sur le langage des services rendus. Si l'enfant répète souvent que vous êtes beau, que vous êtes gentil, que vous êtes merveilleux, que vous avez bien réussi le gâteau, que la tonte du gazon est bien faite, il est enclin à utiliser et à bien comprendre le langage des paroles valorisantes. Tout cela se passe dans son subconscient, là. Faut pas oublier ça. L'enfant ne calcule pas comme nous. Du moins, l'adulte est rendu qui réfléchit un petit peu plus, puis là, ben hop, il calcule plein d'affaires. Mais l'enfant ne fait pas ça. Il pense pas si j'offre un cadeau, mes parents m'en offriront un en retour. Si je le câline, il va me câliner. Mais son comportement à l'enfant n'en est pas moins dicté par ses besoins affectifs quand même.
Une fillette a peut-être appris par expérience que si elle dit ou fait certaines choses, ses parents réagiront toujours de la même manière. Elle s'arrangera donc pour dire ou faire ce qui lui vaudra la satisfaction de ses besoins affectifs. Si leurs besoins émotionnels sont comblés, les enfants deviendront plus tard des adultes responsables. Dans le cas contraire, ils pourront vouloir transgresser les normes établies, se mettre en colère contre leurs parents qui n'ont pas su répondre à leurs besoins et rechercher l'affection dans des voies néfastes. Le docteur Ross Campbell, le psychiatre qui m'a le premier parlé du réservoir émotionnel, déclare que pendant toutes les années où il s'est occupé d'adolescents ayant eu des comportements sexuels à risque, il n'a jamais eu affaire à un jeune dont les parents avaient su combler les besoins d'amour. À son avis, la plupart des dérapages sexuels sont dus à un réservoir émotionnel vide. Il a souvent entendu ces jeunes dire Mes parents ne m'aiment pas, ils ne m'ont jamais aimé, ils aiment mon frère, mais moi non. Les parents aiment-ils réellement l'adolescent? En général, oui. Où est le problème alors? Il est très probable que les parents n'aient jamais appris à communiquer leur amour dans un langage que l'enfant peut comprendre. Ils lui ont peut-être acheté un ballon ou un vélo pour lui montrer leur amour, sans se rendre compte qu'au fond de lui, leur enfant suppliait qu'il voulait jouer au football ou faire du vélo avec moi. La différence entre acheter un ballon et jouer avec l'enfant est celle qui existe entre un réservoir vide et un réservoir plein. Les parents peuvent sincèrement aimer leur enfant, c'est le cas de l'immense majorité, d'ailleurs. Mais la sincérité ne suffit pas. Si nous voulons répondre à leurs besoins psychiques, nous devons apprendre à parler leur langue. Passons en revue les 5 langages affectifs fondamentaux dans le contexte de l'amour envers les enfants. Les paroles valorisantes. Voyons ce point. En général, les parents abreuvent leurs jeunes enfants de propos appréciatifs. Avant même que l'enfant ne soit apte à communiquer verbalement, les parents s'extasient. Oh, quel joli petit nez, quels yeux superbes, oh, les bouclettes. Alors, lorsque le petit commence à se déplacer à 4 pattes, les parents s'émerveillent et applaudissent à chaque progrès réalisé. Quand le bambin se tient debout, une main rivée à la coudoir du canapé, nous nous éloignons de 2 pas et l'encourageons. Allez, viens, avance. C'est bien, encore un pas. C'est un grand garçon maintenant. Lorsque l'enfant, après avoir fait un pas, perd l'équilibre et s'affale par terre, nous nous gardons bien de lui dire espèce de nigaud, bon à rien. Tu n'étais même pas capable de tenir debout. Au contraire, nous redoublons nos encouragements. C'était parfait. Allez, encore un effort. Tu y es presque. Go, go, go. Cela suffit pour qu'il se relève et recommence. Comment se fait-il qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, nos paroles d'appréciatives qu'elles étaient deviennent dépréciatives? Le bambin a 7 ans. Nous entrons dans sa chambre et lui demandons de ramasser ses petits autos et les mettre dans la caisse à jouets. Il en a 12 qui traînent par terre. Nous revenons quelques minutes plus tard, 7 autos ont été ramassées. Que disons-nous? Je t'avais demandé de tout ramasser. Et si tu ne le fais pas tout de suite, 3 petits points. Et les 7 jouets qui ont été ramassés. Pourquoi ne nous écrions-nous pas assez bien, Grégory? Tu as déjà rangé 7 voitures. Si nous tenions ce langage, les 5 dernières sauteraient toutes seules dans la caisse. À mesure que l'enfant grandit, nous avons davantage tendance à le reprendre pour ses manquements qu'à le féliciter pour ses réussites. Pour un enfant particulièrement sensible au langage des paroles appréciatives, nos propos durs, négatifs, critiques ou peu valorisants ouvrent la porte à la terreur dans son ego. Des centaines d'adultes trentenaires ont encore dans les oreilles l'écho de paroles blessantes prononcées quelques 20 ans plus tôt. Tu es trop grosse, personne ne voudra de toi. Tu n'es pas un élève studieux, seras bientôt mis à la porte de l'école. Je n'arrive pas à croire que tu sois si sotte, plutôt.
Tu te conduis comme un gamin, tu n'arriveras jamais à rien. Ces adultes se débattent toute leur vie avec le manque d'estime de soi et le sentiment de ne pas être aimés, pour avoir subi dans leur enfance la violence des paroles dépréciatives. Touchons maintenant le point des moments de qualité chez l'enfant. Répondre aux besoins de moments de qualité de l'enfant, c'est lui accorder une attention soutenue. Pour le tout petit, c'est s'asseoir avec lui par terre et jouer à lui envoyer la balle. C'est lui parler de petites autos ou de poupées. C'est l'accompagner au bac à sable et construire des châteaux avec lui. Bref, il faut entrer dans son univers et pratiquer certaines activités en sa compagnie. Peut-être en tant qu'adulte, êtes-vous plongé dans le monde des ordinateurs, mais votre fils vit dans celui de l'enfance. Si vous voulez le conduire peu à peu dans la sphère des adultes, vous devez d'abord vous mettre à son niveau, dans son contexte enfantin. Pardon. Quand l'enfant grandit et découvre d'autres centres d'intérêt, vous devez vous y intéresser également pour pouvoir répondre à ses besoins affectifs. S'il est mordu de basketball, documentez-vous sur ce sport. Jouez éventuellement avec lui, inscrivez-le dans une équipe. S'il se passionne pour le piano, prenez au moins le temps de l'écouter de temps en temps. Intéressez-vous à ses progrès. L'enfant interprète votre attention sans partage comme la preuve des soins dont vous l'entourez, de l'importance que vous lui attachez, du plaisir que vous éprouvez à être avec lui. Nombre d'adultes qui regardent en arrière leur enfance ne se souviennent plus de ce que leurs parents ont dit, mais ils gardent généralement le souvenir de ce qu'ils ont fait. Un homme me dit: Je me rappelle que mon père n'a jamais manqué un seul match quand je jouais dans notre équipe de foot. Je savais qu'il s'intéressait à ce que je faisais. Pour cet adulte, les moments de qualité exprimaient le mieux l'amour de son père. Si votre enfant est particulièrement ouvert au langage d'amour des moments de qualité et que vous lui parlez ce langage, cela donnera sûrement lieu, au cours de son adolescence, à des moments inoubliables passés ensemble. Si vous ne lui accordez pas un temps précieux dans son enfance, entré dans l'adolescence, il recherchera d'autres personnes qui sauront lui prêter l'attention que vous lui aurez refusée. Il s'éloignera de vous au moment où vous voudrez précisément le consacrer plus de temps. Passons maintenant aux enfants que leur langage, c'est les cadeaux. De nombreux parents et grands-parents abusent du langage des cadeaux. En entrant dans un magasin de jouets, on se demande si pour les parents, ce n'est pas le seul langage de l'amour. Quand des parents ont l'argent nécessaire, ils sont enclins à faire beaucoup de cadeaux à leurs enfants. Certains pensent même que c'est le meilleur moyen de leur témoigner de l'amour. Ils s'efforcent de donner à leurs enfants ce que leurs propres parents n'ont pas pu ou pas voulu leur offrir. Ils leur achètent ce qu'ils auraient souhaité étant enfants. Mais à moins de correspondre au langage d'amour préféré de l'enfant, les cadeaux n'ont que peu d'impact sur un réservoir émotionnel. Ces parents sont bien intentionnés, mais ils ne répondent pas aux véritables besoins affectifs de l'enfant. Si l'enfant met rapidement de côté le cadeau que vous lui avez offert, s'il dit rarement merci, s'il ne prend pas soin de ce qu'il a reçu, s'il en fait peu de cas, vous pouvez être certain que le principal langage d'amour auquel il est sensible n'est pas celui des cadeaux. En revanche, s'il réagit par une vive reconnaissance, s'il s'empresse de montrer aux autres ce que vous lui avez offert, il leur dit combien vous êtes bon pour lui, s'il prend soin de ce cadeau, s'il le place à un endroit visible dans sa chambre, s'il le maintient propre, s'il joue longtemps avec, il est fort probable que le langage des cadeaux soit celui qui lui exprime le mieux votre affection. Que faire si votre enfant est très sensible au langage des cadeaux, mais que vous n'avez pas les moyens de lui en offrir? Vous le savez certainement déjà, mais je tiens à le rappeler, ce n'est pas le coût du cadeau qui compte, mais l'intention. De nombreux cadeaux peuvent se fabriquer, et l'enfant apprécie parfois davantage ce genre de présent qu'un objet coûteux acheté dans un magasin. D'ailleurs, vous avez sans doute observé que les petits-enfants jouent plus volontiers avec le carton d'emballage qu'avec le jouet lui-même. Vous pouvez aussi vous procurer des jouets d'occasion et les retaper, les réparer ou les repeindre.
Dans ce cas, vous pouvez même associer l'enfant à la confection de son jouet. Il n'est nullement besoin d'avoir une bourse bien remplie pour faire des cadeaux à ses enfants. Hmm. Abordons maintenant le langage d'amour de l'enfant des services rendus. Quand leurs enfants sont petits, les parents ne cessent de leur rendre des services. Sans cela, l'enfant mourrait. Hmm. Le baigner, le nourrir, l'habiller, tout cela requiert de ses parents beaucoup de travail pendant les premières années de sa vie. Puis suivront les repas préparés, son linge à laver et à repasser. Et plus tard, il faudra lui préparer ses goûters, le conduire à l'école, l'aider à faire ses devoirs scolaires. Si beaucoup d'enfants considèrent ces services comme allant de soi, certains y voient une expression très claire de l'amour de leurs parents. Si votre enfant manque rarement une occasion de vous remercier pour les services ordinaires que vous lui rendez, cela signifie qu'ils ont beaucoup de valeur à ses yeux. Vos gestes sont pour lui des expressions très explicites de votre amour. Lorsque vous l'aidez à faire ses devoirs, cela représente pour lui plus qu'une bonne note. Il se dit: mes parents m'aiment. Quand vous l'aidez à préparer son vélo, vous faites davantage que simplement lui permettre de rouler à nouveau. Vous le laissez repartir avec son réservoir affectif plein. Si votre enfant vous propose systématiquement de vous aider dans vos occupations, dans son esprit, cela équivaut à vous témoigner son amour. Il a trouvé dans le langage des services rendus la meilleure façon de vous le faire sentir. Intéressant, hein? Allons maintenant dans la dernière catégorie du langage d'amour pour les enfants, le toucher physique. Nous savons depuis longtemps que le toucher est un puissant communicateur d'amour pour l'enfant et indispensable. Les études ont montré que des bébés qui sont souvent pris dans les bras se développeront émotionnellement mieux que ceux qui ne le sont pas. De façon naturelle, de nombreux parents et d'autres adultes prennent un nouveau-né dans les bras, le cajolent, l'embrassent, le serrent contre eux et lui parlent à son niveau. Longtemps avant qu'il soit en mesure de comprendre le mot amour, l'enfant se sent aimé. Les baisers, les caresses, la promenade de la main dans la main sont autant de gestes qui lui communiquent votre amour. Un adolescent n'appréciera certainement pas que vous le serriez dans vos bras et que vous l'embrassiez comme un petit enfant, surtout en présence de tierces personnes. Mais cela ne signifie nullement qu'il n'aime pas être touché. Si votre enfant aime vous surprendre par derrière, attraper vos bras, vous pousser légèrement, vous faire un croche-pied lorsque vous traversez la pièce, ou simuler une lutte sur le tapis, il indique que le toucher revêt une grande importance pour lui. Il correspond sans doute à son premier langage affectif. Observez vos enfants. Regardez comment ils expriment leur amour à leur entourage. C'est un indice concernant le langage d'amour qu'ils affectionnent eux-mêmes. Notez bien les requêtes qu'ils vous adressent. Elles sont souvent étroitement liées au langage dans lequel l'amour prend tout son sens pour eux. Soyez également vigilants aux choses qui suscitent chez eux le plus d'enthousiasme. Ce sont aussi de bons indicateurs. Notre fille est surtout sensible au langage d'amour qui s'exprime par des moments de qualité. C'est pourquoi, quand elle était petite, elle et moi avons souvent fait des promenades ensemble. Pendant sa scolarité au lycée, nous avions pris l'habitude de sillonner le vieux centre-ville riche en curiosités, diverses et bien restaurées. À fouler les rues pavées, nous nous serions cru ramenés au temps d'anciens, où la vie était plus simple. Il nous arrivait d'errer dans le vieux cimetière. La vue de toutes ces tombes nous donnait une plus juste notion de la vie et de la mort. Nous consacrions 3 après-midi par semaine à nos sorties et profitions de l'environnement, parfois austère, pour discuter de sujets sérieux. Aujourd'hui, notre fille est médecin, mais chaque fois qu'elle revient à la maison, elle me demande: alors, papa, veux-tu faire un tour? Je n'ai jamais décliné cette offre. Notre fils, lui, ne se promène jamais avec moi. Enfant, il répétait sans cesse: c'est idiot de se promener à pied, on n'arrive nulle part.
Pour aller quelque part, il vaut mieux prendre la voiture. Le langage des moments de qualité n'exprime pas grand-chose pour lui. En tant que parents, nous avons tendance à mettre nos enfants dans le même moule et à les élever selon le même modèle. Nous lisons des livres consacrés aux adolescents, nous glanons quelques idées originales par-ci par-là, et une fois rentrés à la maison, nous les appliquons indistinctement à tous nos enfants. Pourtant, chacun d'eux est différent. Ce qui communique de l'amour à l'un ne le communique pas forcément à l'autre. Obliger notre enfant à se promener en famille dans le but de lui offrir un moment de qualité n'est pas toujours la meilleure forme d'expression de notre amour pour lui. Apprenons à parler le langage le plus susceptible de faire comprendre à nos enfants notre amour pour eux. Je crois sincèrement que la majorité des parents aiment vraiment leurs enfants. Mais je crois également que des milliers de parents n'ont pas réussi à communiquer cet amour dans un langage compris de leurs enfants. Et que des milliers de jeunes vivent, la plupart, avec un réservoir émotionnel vide. Je crois enfin que la plupart des inconduites d'enfants et d'adolescents sont imputables à des réservoirs vides d'amour. Il n'est jamais trop tard pour exprimer l'amour. Si vous avez de grands enfants et que vous vous rendez compte que vous ne leur aviez pas témoigné votre amour dans le langage qu'ils comprenaient, pourquoi ne pas leur dire? Tu sais, j'ai lu un livre sur les façons de mieux communiquer l'amour, et j'ai découvert que je n'ai pas utilisé le moyen le plus efficace pour te dire combien je t'aimais. J'ai essayé de le faire par des cadeaux, par exemple, mais je mesure maintenant que tu n'y étais pas sensible, parce que c'était un langage qui t'était étrangère. Je commence à comprendre que le langage dans lequel tu saisis le mieux mon affection est celui des paroles bienfaisantes, par exemple. Sache cependant que je t'aime, et j'essaierai à l'avenir de te le prouver d'une façon plus appropriée. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion pour vous d'expliquer à votre enfant adulte les 5 principaux langages de l'amour et de discuter avec lui de vos langages d'amour privilégiés, pardon, je dis toujours en envers, de vos langages d'amour privilégiés à tous les deux. Peut-être ne vous sentez-vous pas aimé de vos grands-enfants. S'ils sont assez âgés pour comprendre le concept des langages de l'amour, votre discussion pourra leur ouvrir les yeux. Vous risquez d'être surpris par leur désir de commencer à parler votre langue, surpris également de voir combien vos sentiments et votre attitude à leur égard changeront peu à peu. Lorsque les membres d'une famille se mettent chacun à parler le langage d'amour que les autres comprennent, le climat émotionnel du foyer s'améliore considérablement. Mhm. Une belle aventure. Fin du chapitre 13. À bientôt.